Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Pour nous parler du chassé-croisé entre les juilletistes et les Haussiens ce week-end, Jérôme Lefebvre d'Infotrafic. Nos envoyés spéciaux continuent de suivre pour vous les athlètes monégasques aux Jeux Olympiques. Il sera question de basket et plus précisément de Léo Westermann qui a signé avec la Roca Team. Alexandra Pani de son côté vous propose une plongée dans l'envers du décor. Les concerts du Palais Princier côté coulisses. Le pavillon de Monaco à Dubaï a une petite sœur ou un petit frère au choix sur le sol monégasque encore en travaux, mais visite guidée avec Albert Croesi. Nous allons donc pour débuter par les circulations. Bonsoir Jérôme Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes le co-gérant et fondateur d'Infotrafic. Ce week-end va être marqué par le fameux, voire historique, chassé-croisé des juilletistes et des Haussiens. Quelles sont vos prévisions, pour ne pas dire prédictions même, pour ce week-end? Il faut s'attendre à non seulement beaucoup d'embouteillages, mais probablement quelques accidents, donc il va falloir être très prudent. Monaco est sur la Riviera, les Alpes-Maritimes et le littoral méditerranéen ont un succès fou l'été. Est-ce que nous allons être particulièrement touchés? Oui, probablement autant que dans la majorité des régions littorales en France. Bon, on va assister à un phénomène classique de retour des juilletistes et de départ des Haussiens. Donc tout ça va se concentrer. Effectivement, Monaco se trouve au cœur d'une zone très touristique et très fréquentée. Donc forcément, il va y avoir un impact. S'ajoute à ça des risques météo qui vont en plus perturber le trafic. Donc, clairement, toute la Côte d'Azur et toute la zone autour de Monaco va être impactée. Alors, si on rajoute à ça les retours de plage, toute la fréquentation habituelle dans cette période, oui, je crois qu'il faut penser éventuellement à des alternatives pour ce week-end. Alors les alternatives, justement, on y reviendra un peu plus tard. Quand vous parliez précédemment, Jérôme, d'embouteillages, ce sont, en prévision en tout cas, des embouteillages longs. Oui, en fait, le principe de l'embouteillage, comment naît un embouteillage, c'est que vous avez à un moment donné un nombre de véhicules tel que c'est un peu comme un fluide dans un tuyau. À un moment donné, ça sature et il y a une pression forte. Mais là, on ne peut pas accélérer le débit pour essayer d'évacuer tout ça. Donc, ça se condense et puis ça s'arrête. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un bouchon. Donc là, on va assister à la fois dans les entrées d'axes d'autoroute, sur les voies secondaires, à un afflux beaucoup plus important. Et donc tout ça va constituer la base pour faire des embouteillages avec des phénomènes d'accordéon, c'est-à-dire que ça va ralentir fortement, s'arrêter, puis repartir, puis s'arrêter, puis repartir. Idéalement, pour éviter ça, il faudrait que demain, tout le monde roule à 30-40 à l'heure, partout. Et là, on assisterait à quelque chose de plus fluide. Donc, on ne va pas éviter les saturations et les temps très longs dans la voiture demain. Est-ce que la crise sanitaire que nous vivons et ce qu'elle implique, le fait de partir moins loin, donc avec moins d'avions, a provoqué un accroissement du nombre de voitures sur les routes cet été? Oui, c'est ce qu'on a constaté déjà pendant tout le mois de juillet, c'est-à-dire que les Français ont privilégié des vacances en métropole. Alors, il reste toujours possible de prendre l'avion ou de prendre le train pour des destinations européennes, mais c'est vrai qu'on a assisté à un afflux vraiment beaucoup plus important sur les routes. On a déjà eu début juillet un record d'embouteillage sur le premier week-end et on l'a observé après. Donc, clairement, le Covid, les dernières mesures sanitaires en plus qui ont impacté les départs en avion, il y a eu des annulations, etc. Donc, on le voit, hein, tous les hébergements touristiques, que ce soit dans le sud ou dans l'ouest de la France, sont pleins à plus de 95%. Donc, forcément, oui,
plus de présence en France, donc plus de véhicules et plus d'embouteillages. Des petits conseils pour finir peut-être de dernière minute à l'attention des téléspectateurs, ne pas partir trop tard peut-être? Je crois que quel que soit l'horaire, de toute façon, il faut partir du principe que ça va être long. Alors, plutôt que se dire ça va être très long, eh ben, on va prendre notre temps. Donc, vraiment, le premier conseil, c'est prenez votre temps. Soyez patient, vous arriverez quand vous pourrez, mais voilà. Empruntez les petites routes, évitez les grands axes. Oui, vous aurez le sentiment de prendre plus de temps, mais entre passer 4 heures dans un embouteillage pour faire 100 km et 4 heures par des petites routes où vous allez traverser des petits villages, c'est beaucoup mieux. Faites des pauses régulières. Et puis un conseil de base, c'est regarder sur une carte du trafic, que ce soit infotrafic.com ou toute autre application, l'état du trafic. Et avant d'aller vous engager sur un axe complètement saturé, rouge, noir, eh ben, vous pouvez peut-être prendre des trajets alternatifs, faire des détours. Vous savez, les détours dans le sud de la France, c'est souvent un bonheur. Et c'est des beaux paysages. Jérôme Lefebvre, merci beaucoup et j'ai presque envie de vous dire eh bien bonne route. Merci Sandrine et bonne route à tous. Et vous l'avez dit, il faut bien sûr penser à faire des pauses, surtout si vous partez pour un long trajet. Passons à présent au premier point info avec vous Julia. Bonsoir. Bonsoir Sandrine, bonsoir à toutes et à tous. C'est encore et toujours un appel à la vigilance suite à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Vous le disiez avec votre invité, beaucoup de monde part en vacances et se déplace sur tout le territoire. Il est donc essentiel de se faire tester au retour d'un séjour à l'étranger. L'objectif, Sandrine, est de briser immédiatement toute éventuelle chaîne de contamination. Il est possible de briser cette chaîne de contamination grâce également aux tests sérologiques, Julia. Oui, une simple prise de sang permet de savoir si vous avez été infecté par le virus et si c'est le cas, où en sont vos anticorps et donc votre niveau de protection au virus. Grâce aux différents résultats collectés par les autorités sanitaires, il sera possible d'établir de manière fiable une surveillance épidémiologique de la principauté. Le pass sanitaire obligatoire pour tous à Monaco dès le 23 août. Le gouvernement princier a annoncé élargir l'obligation de présenter un pass sanitaire pour accéder aux bars et aux restaurants du pays à l'ensemble des Monégasques, résidents et salariés, à compter, c'est vrai, du lundi 23 août. La vaccination gratuite s'est, elle, étendue à un plus large panel de population, Julia. Après l'avoir ouverte aux salariés non résidents de plus de 50 ans, le gouvernement princier élargit la vaccination gratuite aux assurés sociaux des régimes monégasques âgés de 40 ans et plus. Les volontaires sont invités à signaler leur intention d'être vaccinés auprès du centre d'appel Covid-19 au 92 05 55 00, joignable 7 jours sur 7, de 8h à 20h ou en ligne tout simplement sur le site internet covid19.mc. Et en ce qui concerne les événements avec du public, qu'en est-il, Julia ? Alors Sandrine, pour les spectacles et les manifestations sportives, la jauge à 70% de la capacité d'accueil est toujours maintenue, de même que l'obligation de présenter un pass sanitaire pour tout événement accueillant 1000 personnes. Pour finir, n'oubliez surtout pas d'observer de manière rigoureuse l'ensemble des gestes barrières. Merci Julia. Et les mesures sanitaires dont vous parliez, il en est bien sûr question aux Jeux Olympiques de Tokyo, où nous rejoignons Émilie Rousseau et Serge Prémont pour faire le point sur les derniers résultats de la délégation monégasque aux Jeux Olympiques. Émilie, bonsoir. On débute avec de l'athlétisme et l'entrée en compétition de Charlotte Afriya. Bonsoir Sandrine, oui, Charlotte Afriya qui trépignait d'impatience à l'idée de fouler la piste d'athlétisme et de connaître enfin ses premières sensations ici à Tokyo. Et bien on peut dire que la Monégasque a utilisé toute son énergie pour donner le meilleur d'elle-même sur l'épreuve reine, le 100 mètres. Je vous propose de l'écouter avec son entraîneur Frédéric Chocard. Franchement, je suis super contente. Après, j'ai travaillé pour. Vraiment, l'objectif, c'était d'arriver et d'avoir le chrono aux Jeux Olympiques. Donc franchement, c'est que du bonheur. J'y suis vraiment allée à juste l'excitation. J'avais juste hâte d'être sur la piste, de courir et de réaliser mon rêve. Elle a géré ça vraiment avec une facilité déconcertante. Elle s'est adaptée de partout, le sourire sans arrêt. Et son optimisme et son côté positif ont fait qu'elle s'est mise dans les starts, elle a couru, elle a tout donné et elle a approché son record vraiment de très peu. Je
Je pense qu'elle a fait vraiment une superbe course dans des conditions particulières et compliquées pour des premiers Jeux Olympiques, bien sûr. Juste incroyable. J'ai réalisé mon rêve, il n'y a rien à rajouter de plus. Franchement, je suis hyper heureuse d'être là. Et voilà. Et déjà focus sur Paris? Ah oui, oui. Bah là, l'objectif, ce serait de passer justement en série et de passer sous les 12 secondes. Ce serait vraiment bien. La pétillante Charlotte Afriya qui a donc encore de l'énergie à revendre. Un mot à présent de la superbe finale de Quentin Antonielli en aviron, Émilie. Superbe, c'est le mot, Sandrine. Après un finish au suspense, le rameur rouge et blanc a fini 3e de la finale C, synonyme d'une belle 15e place. Nous avons rencontré Quentin Antonielli et son entraîneur Daniel Fauché au village olympique. Le bilan après est positif, j'ai l'impression d'avoir très bien travaillé et progressé sur le plan personnel, technique, mental et physique aussi depuis que je fais du skiff. Et j'ai l'impression de vraiment avoir pris un cran entre Varèse et maintenant. Donc je suis vraiment content. C'est effectivement un objectif atteint, peut-être un peu mieux que ce qu'on pensait. Et puis je pense que Quentin il a pris un cran aux Jeux Olympiques. Alors c'est exceptionnel de faire ça aux Jeux Olympiques. Normalement on fait ça sur les compètes avant les Jeux. Là il l'a fait sur les courses olympiques. Et puis sa dernière course, j'en parlais cet après-midi avec un collègue justement. Sa dernière course, je pense que depuis que je suis avec lui et depuis qu'il est à Monaco, c'est sa meilleure. C'est-à-dire qu'il réalise en finale C des Jeux sa meilleure perf. Donc c'est exceptionnel de faire ça le jour J. Et pour être complet sur les résultats de la délégation monégasque, Théo Druhen a débuté sa compétition aujourd'hui dans les bassins du centre aquatique de Tokyo. Oui, le nageur monégasque qui peut être fier de son 1500 mètres nage libre puisqu'il a pulvérisé son record personnel de 20 secondes ici à Tokyo pour ses premiers Jeux et à seulement 16 ans. Théo Druhen prouve qu'il a un excellent potentiel. Nous y reviendrons demain, Sandrine. Retour dans l'Hexagone pour parler sport encore et précisément basket avec un nouveau venu sur le rocher et pas des moindres, Léo Westermann. Bonsoir. Bonsoir. Alors quel sentiment vous anime? Que ressentez-vous après avoir signé avec la Roca Team? Très heureux de rejoindre Monaco et la Roca Team. C'est une équipe que je suis depuis pas mal de temps et qui ont vraiment fait une très belle saison l'année dernière. Donc heureux de rejoindre un groupe qui gagne et qui va évoluer dans la plus belle des compétitions européennes. Et on y reviendra sur cette compétition justement. Avant de parler de votre avenir monégasque, parlez-nous un peu de vous. Quel est votre parcours en tant que joueur? Alors, j'ai un parcours assez fédéral depuis tout petit, on va dire. J'ai fait toutes les équipes de France, l'INSEP à Paris et ma première équipe professionnelle. J'ai signé mon premier contrat professionnel à 18 ans à l'Asvel. J'y suis resté 2 ans pour partir au Partizan Belgrade où j'ai pu commencer à jouer l'Euroleague. Et derrière, depuis, je suis resté dans cette compétition en passant par Limoges, Žalgiris Kaunas, CSKA Moscou, le Fenerbahçe Istanbul et Barcelone, ma dernière équipe. Bon, alors écoutez, sacré parcours. Alors, pas souvent facile, Léo, de parler de soi, mais selon vous, quelles sont vos forces et vos atouts? Je pense tout d'abord, je suis un meneur de jeu de grande taille. Je suis plutôt à l'aise pour diriger le jeu, organiser l'équipe. Ensuite, c'est vrai que maintenant, avec mon expérience européenne, j'ai cet atout en plus d'être passé dans des équipes qui ont beaucoup gagné, que ce soit en Europe ou dans les championnats nationaux. Donc voilà, je pense avoir cette expérience de savoir ce qu'il faut pas faire. C'est un vrai plus, mais en général, voilà, meneur de jeu ou qui sait très bien faire jouer son équipe. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez en particulier certains joueurs aux côtés desquels vous allez travailler sur le parquet de Gaston Médecin? Oui, j'ai l'occasion de côtoyer quelques joueurs, comme la nouvelle recrue Danilo Andjucic. J'ai joué avec lui au Partizan Belgrade, on se connaît depuis très jeune. Ensuite, Yacouba Ouattara, où j'ai fait une campagne en équipe de France avec lui. Et derrière, je connais pas mal de joueurs de vue, mais c'est toujours enrichissant d'arriver dans un club et d'apprendre à connaître des nouvelles personnes et des nouveaux joueurs.
Alors vous en parliez un peu plus tôt, vous avez suivi la très belle aventure européenne de la Roca Team la saison dernière. Qu'en avez-vous pensé? Impressionnant, impressionnant. C'est vrai que c'était un peu la surprise. Mais arrivé en quart, demi, on les voyait très bien jouer au basket et on se disait pourquoi pas, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait beaucoup avec un jeu que le coach Mitrovic, qui est assez alléchant, avec beaucoup de courses, d'intensité. Et c'est définitivement ce qu'il faudra réaliser encore à l'échelon supérieur. Donc voilà, c'était très agréable de voir Monaco jouer l'année dernière et encore plus avec cette victoire en Eurocup. Alors justement, quels sont vos objectifs pour la saison à venir, aussi bien en Betclic Elite qu'en Euroleague? Monaco doit se donner les moyens de gagner le championnat français tous les années. Je pense que c'est devenu une équipe qui doit viser ce genre de choses. Et ensuite, en Euroleague, il faudra bien figurer, de donner du beau jeu pour les fans de Monaco, voilà, un peu de réaliser ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire jouer avec beaucoup d'intensité. On sera un peu les petits poussés de la compétition, mais je pense que le coach sait très bien faire dans ce format. Et je suis sûr que l'équipe sera prête. Alors, toute dernière question, quel est votre agenda dans un avenir proche, dans les jours qui viennent, dans les semaines à venir? Est-ce que vous allez rejoindre par exemple la Roca Team en stage en Italie? Oui. Ça va être très serré. Là, je suis encore chez moi en Alsace, à mon camp de basket qui finit aujourd'hui. Et derrière, il faudra que j'organise mon déménagement avec ma famille et mes enfants, enfin ma femme et mes enfants. On va retourner à Barcelone pour organiser tout ça et essayer d'être le plus tôt possible à Monaco, même si c'est vrai que c'est compliqué en si peu de temps, en août, de faire un déménagement et de s'installer, de trouver les écoles. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, on va dire. Bon, écoutez, merci beaucoup et nous suivrons bien évidemment ce stage en Italie et tous les matchs de la Roca Team. Merci encore Léo et à bientôt. Merci à vous, merci beaucoup, au revoir. Après une version réduite l'an passé, la cour d'honneur du Palais Princier reçoit de nouveau les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour 6 soirées d'été prestigieuses. Mais pour qu'un tel événement puisse se dérouler sans encombre, des petites mains travaillent dans l'ombre. Alexandra Pani vous emmène dans les coulisses de ces emblématiques concerts du Palais Princier. Les portes de la cour d'honneur ne s'ouvrent que pour de rares occasions. Les concerts au Palais Princier offrent une porte d'entrée au grand public dans ce lieu mémorable empreint de l'histoire des Grimaldi. L'idée de ces concerts en plein air est née en 1959. Depuis, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo investit les lieux pour 6 concerts durant les mois de juillet et août. Mais avant l'arrivée sur scène des musiciens, tout doit être parfaitement orchestré. De l'installation à l'aménagement, tout est régi par ces hommes et femmes de l'ombre. Patrick, le directeur technique de l'OPMC, foule cette scène depuis 32 ans. Alors on s'adapte au lieu, bien évidemment. Ici, l'acoustique est différente qu'à l'auditorium. Et puis, il faut prendre en compte tous les caprices de la météo aussi. Pour chaque concert, on doit mettre le set de chaises, pupitres et tous les instruments qui sont en rapport avec l'œuvre jouée, percussion, piano éventuellement. Ce soir on n'a pas de piano, mais sinon il y a des pianos, percussion, harpe, tout le matériel d'orchestre, plus la musique. Il y a une disposition qui est plus ou moins classique. Donc on a le quatuor en bas, et après les vents et les cuivres qui sont derrière, suivi de la percussion. Donc ça c'est le plan à peu près classique d'un orchestre. Chaises au pied coupé pour s'adapter à la configuration du lieu, pupitres parfaitement alignés et mise en place des coussins pour rendre la soirée encore plus agréable. Un travail conjoint des équipes de l'Orchestre Philharmonique et du Palais Princier. Ces concerts ont été voulus par le prince Régnier III. Les services du palais étaient dès le départ chargés de l'organisation des concerts, la gestion du public, l'entrée, les chaises, la scène ou encore les lumières. 15 jours avant le premier concert, on installe toute la cour d'honneur, donc toutes les chaises, le podium, les jardinières. Donc on installe la salle complètement pour les concerts. Que ce soit les menuisiers, les serruriers, les peintres, ça peut être n'importe quel atelier. C'est une équipe de 8 personnes pendant 2 semaines qui mettent en place tout ça
on va dire, en plus de leur travail habituel, quoi. Le jour J, donc après on a des placeurs, donc il y a une quinzaine de placeurs. Donc ça aussi c'est tous les corps de métier du palais, que ce soit aussi les lingères, aussi la maintenance. Donc il y a une quinzaine de placeurs qui, donc, quand ils arrivent, ils mettent les coussins en place. Et ensuite, ils se changent et ils attendent le public pour les placer individuellement. Là, on recule parce qu'on va se mettre en place pour la première pièce qui demande à ce que l'orchestre soit reculé pour pouvoir mettre le quatuor autour du chef. Une mise en place qui demande une grande précision. Une vingtaine de personnes s'agitent ainsi en coulisses, à l'abri des regards, des petites mains et des gros bras, sans qui la féerie de ces concerts d'été ne pourrait voir le jour dans cet écrin de la cour d'honneur. Dans 2 mois maintenant, tout début octobre, Dubaï organisera son exposition universelle. Nous vous en avons déjà parlé, nous nous sommes même rendus sur place pour vous présenter ce que sera le pavillon monégasque. Eh bien ce pavillon a un mini-lui et il est à Monaco sur le quai Albert Ier, juste au-dessus de la piscine. C'est encore en travaux, visite guidée avec l'administrateur délégué de Monaco Interexpo. Alors la visite du pavillon s'effectuera par cet accès. Nous avons préparé cet accès de façon à pouvoir, selon respecter les normes Covid, et ce n'est que dans un sens. Sur la rambarde qui est ici à droite, nous aurons 3 écrans qui retransmettront en direct les infos de Dubaï, entrée et sortie du visiteur, combien prévu de courant, une retransmission des événements que nous avons organisés à Dubaï. De la même manière, il y aura des casques pour pouvoir faire la visite guidée de l'expo. Nous ambitionnons de recevoir les 260 classes d'élèves de la Principauté de Monaco qui, tour à tour, viendront pour visiter le mini-pavillon. Et dans ce mini-pavillon, nous retrouvons le banc interactif. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce que c'est organisé. Pardonnez-nous, mais nous sommes en plein travaux de montage. Voilà, ce banc interactif sera situé précisément ici. Les résidents, les monégasques, s'assiéront et pourront discuter avec des visiteurs de l'Expo de Dubaï, lesquels auront en vision de fond cette image de la Principauté de Monaco en direct live, et les monégasques verront, eux, les Dubaïotes avec un fond à Dubaï en image direct live également. Dans ce mini-pavillon, on pourra également s'essayer aux jumeaux numériques, outil mis au point et développé par la SMEG avec Xtended Monaco, qui permet de gérer à terme et de diminuer la consommation électrique selon les quartiers de la ville avec des informations plus que précises. Voilà, globalement, ce mini-pavillon sera destiné à recevoir 4 à 6 personnes à la fois, grand maximum. Mais sur les 6 mois de l'expo, nous ambitionnons d'arriver à faire découvrir ce qui est une exposition universelle à un maximum de monégasques qui n'auront pas pu y aller. Ce mini-pavillon sera quasiment terminé la semaine prochaine et totalement finalisé à la fin du Yacht Show pour être opérationnel le 7 octobre. Place à présent à ce nouveau point et une information trafic, Julia, pour commencer. En raison de travaux, l'accès au quartier de Fontvieille via le tunnel et l'avenue de Fontvieille sera fermé 2 jours et 2 nuits du 1er au 31 août. Le sens montant sera lui maintenu. Et les relations à présent entre la Principauté de Monaco et la Pologne qui se développent de plus en plus. Oui, avec l'accréditation d'un nouvel ambassadeur de la Principauté de Monaco en Pologne. C'est l'ambassadeur de Monaco en Allemagne qui a remis ses lettres de créance au président de la République de Pologne, Andrzej Duda. L'ambassadeur Frédéric Labarrère a aussi exprimé ses vœux d'un renforcement des relations entre les 2 États et il voulait également aborder la situation géopolitique régionale de l'Europe de l'Est. Des idées sorties pour ce week-end ? Eh bien Sandrine, je vous propose d'aller découvrir la collection de bijoux de Diane Venet au Grimaldi Forum de Monaco. Cette passionnée d'art a réuni en 30 ans une collection riche de plus de 230 bijoux d'artistes. 180 d'entre eux sont exposés dans la Principauté jusqu'au 29 août. De Picasso en passant par Franck Stella ou encore Louise Bourgeois, des artistes modernes et contemporains, internationaux et français sont représentés dans cette collection. Je vous rappelle que le Grimaldi Forum est ouvert tous les jours de 10h à 20h.
Et pourquoi pas, Julia, faire ce week-end un petit tour dans le secret des collections de bandes dessinées? Très bonne idée, Sandrine. Pour cela, il faut se rendre au NMNM et découvrir l'exposition Marginalia. Cette dernière s'intéresse à la bande dessinée. Tout le monde en a déjà vu, mais finalement, peu connaissent vraiment cet art jeune, né en même temps que le cinéma. Vous pourrez ainsi découvrir les œuvres de plus de 90 artistes parmi les plus grands noms du 9e art. À savoir que les Marginalia sont de petits dessins qu'on trouvait au Moyen-Âge dans la marge des manuscrits, souvent profanes, parfois drôlatiques, toujours fascinants. Ils entretiennent un dialogue avec les textes qu'ils éclairent, expliquent ou critiquent. Bref, vous ne resterez pas insensible face à tous ces dessins. Alors depuis le 25 juin, la ville de Monaco propose des séances de cinéma sous les étoiles avec en prime le plus grand écran géant d'Europe. 2 films sympas à voir ce soir et demain, Julia? Oui, Sandrine, avec à l'affiche à 21h30 le film Spirale, l'héritage de Saw. Il s'agit là d'un film d'horreur interdit aux moins de 16 ans et diffusé en version originale. Un petit mot sur l'histoire. Le lieutenant Ezekiel et son nouveau partenaire enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d'un tueur en série. Pris au piège sans le savoir, les 2 hommes se retrouvent au centre d'un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles. Les Monégasques pourront aussi ce samedi découvrir ou redécouvrir le film Black Widow. Oui, avec la célèbre Scarlett Johansson en actrice principale, Black Widow raconte l'histoire d'une jeune femme confiée au KGB. Ces derniers la préparent à en devenir le principal agent, mais lorsque l'URSS se sépare, le gouvernement tente de la tuer. Rendez-vous donc pour le découvrir ou le redécouvrir ce samedi à 21h30. Et une petite piqûre de rappel, les Monégasques vont pouvoir retrouver les feux d'artifice. Oui, même si Monaco Arc-en-Ciel, le concours international de feux d'artifice, a été annulé. Demain signera le grand retour effectivement des feux d'artifice dans la Principauté. Pour en profiter, rendez-vous dans la soirée du 31 juillet au Port Hercule. L'accès sera gratuit sur présentation d'un pass sanitaire valide. Le masque, lui, sera bien évidemment obligatoire pour les personnes de plus de 5 ans. On vous souhaite d'en prendre plein les yeux. Merci Julia, à plus tard pour les prévisions météo bien sûr. Elle est devenue l'un des incontournables symboles de l'été, avec le soleil, la plage, les maillots de bain. La glace séduit toujours autant, petits et grands. Archibald Sandretto est parti à votre rencontre pour connaître vos parfums préférés. On est en vacances en fait dans le coin et puis on est venu visiter Monaco. Puis on a décidé de prendre des glaces maison en fait. Fougas monégasque a été créé par mon fils d'après le gâteau qui est typique monégasque. Qui a beaucoup de succès. Mon parfum préféré, pour commencer par la première question, c'est coco et pistache. Et on est venu à Monaco pour manger des glaces. C'est le caramel beurre salé parce que d'abord j'adore le caramel. Avec une petite pointe de sel, ça rajoute du goût et j'adore. On vient d'essayer donc on va vous dire, on n'a même pas encore goûté. Ouais, pleinement satisfait. Vraiment nickel, ça fait du bien de se rafraîchir avec ces temps-là. C'est vraiment du bien. Très bon. Ouais. C'est très bon. Mon parfum préféré, coco, on va dire. Quand j'étais petite et j'allais à la mer, il y avait les mecs qui venaient avec les seaux, il y avait la coco fraîche et ils criaient coco fresco, coco fresco. Oh, je me suis laissé tenter par le peanut butter. Moi, fan de cacahuètes, je me suis dit bon, c'est pas mal et convaincant. Chocolat à la base. Eh bien, c'est ce que l'on appelle un sujet qui donne envie. Après le ciel nuageux de vendredi, comment s'annonce la journée de samedi, Julia ? Oui, le temps sera couvert en début de journée, Sandrine. Tout au long de l'après-midi, quelques passages nuageux sont prévus. De temps à autre, le soleil apparaîtra à travers les nuages. Comme l'indice UV est élevé, nous vous conseillons l'usage de protection solaire si vous vous rendez sur les plages monégasques. La température de l'eau atteindra, elle, les 25 degrés. Demain, Sandrine, nous fêterons les Ignaces. Merci Julia, nous refermons cette édition avec cette triste nouvelle, celle de la disparition d'Henri Doria à 83 ans, lui qui a siégé 28 ans au conseil communal sans interruption. Le maire et l'ensemble des élus lui rendront hommage le 17 août. La rédaction de Monaco Info présente bien sûr ses condoléances à ses proches. Quittons-nous d'ailleurs avec ces photos autour d'un lieu qu'il affectionnait tout particulièrement, le marché de la Condamine situé place d'Armes. Merci de nous avoir suivis. À samedi 19h.